Donc bah là, c'est vraiment perso, où tout a commencé, du coup, où t'es né. C'est vraiment le tout début, et on reprend voilà, de tout zéro. Ok. Ben, je suis née pas loin d'ici, je suis née à Hyères. Voilà. Et puis j'ai grandi, moi je suis toujours restée ici, j'ai grandi ici, j'habite à Cuers, donc je suis pas loin de tout. Pas loin sans les bouchons. Et, mais ouais, j'ai toujours grandi ici, et donc j'ai vécu toute ma vie et je pense y rester. Voilà, c'est peut-être une question. Non, pas ce style de question, mais du coup, quel genre d'enfance voilà, tu as eu Moi, j'ai eu une enfance très heureuse, j'ai eu des parents très présents et qui ont toujours été parfaits pour moi. J'ai eu une enfance qui peut avoir du lien puisque mes parents ont toujours créé beaucoup de jeux pour mes anniversaires. Ils sont mis en place beaucoup de choses. Voilà. Moi, j'ai eu un anniversaire Fort Boyard, j'ai eu un anniversaire. Voilà. Ils ont toujours mis en place des choses qui, pour me faire jouer, on a fait beaucoup de jeux de société. J'ai une famille qui aime beaucoup les jeux de société. Donc, moi, les repas de famille, ça se terminait toujours en jeux de société. Vous êtes des créatifs. Ouais, voilà. On fait des jeux. On fait tout le temps des jeux. Littéralement. Je préférais jouer à un jeu de société que regarder la télé. Donc c'est peut-être ça aussi qui m'a donné envie de faire ça. Donc non, très positif et j'ai toujours eu ce goût pour aider les gens. À l'école, j'étais plutôt la personne qui allait aider ceux qui n'y arrivaient pas. Donc j'ai toujours eu dès petite, dès toute petite, ma mère me disait t'étais la première à aider les gens. Tu sais, je jouais, je faisais semblant d'être maîtresse. Je demandais à ma grand-mère et je jouais à la maîtresse et à l'élève avec ma grand-mère. Voilà. Justement, par rapport à l'école, comment tu l'as vécu comment ça s'est passé pour toi et quelles études tu as fait, si tu veux un petit peu anticiper la prochaine question? Moi, j'ai adoré l'école. J'ai eu des enseignants top, du début à la fin. J'ai adoré l'école. Et certains enseignants m'ont un peu moins plu, mais par leur approche pédagogique. Mais j'ai jamais eu de problème parce que j'adore apprendre. J'aime apprendre. Voilà. J'aime apprendre et j'aime apprendre à apprendre. Donc voilà, ça vraiment, moi j'ai jamais eu de soucis là-dessus. En plus, j'ai eu de la chance, j'ai eu certaines facilités qui ont fait que. Et c'est pour ça que moi je veux développer pour les gens qui ont moins de facilité, que l'école ne leur convient pas. Et en termes d'études, donc j'ai fait tout classique jusqu'au bac. Et ensuite j'ai fait une licence économie et gestion. Et puis un master, management durable des ressources humaines, à l'IAE Toulon. Et là, je viens de le finir, je suis officiellement diplômée de mon master. Donc, merci. Donc, du coup, voilà, j'ai fini. Et là, pour l'instant, je fais une pause. Pourquoi pas redémarrer sur d'autres trucs après. Pour l'instant, je fais une pause pour me consacrer à ça. Et on verra bien. Ouais. Ouais. Mais du coup, tu as fait ta dernière année de master, en même temps que le DU2E. Oui. Ça m'a permis de faire ma substitution de stage en fait. Le DU2E, ça m'a. Normalement, dans mon Master 2, j'avais 6 mois de stage obligatoire. Et ben en fait, ces 6 mois ont été remplacés par le DU2E. En fait. Ok. Voilà, et ça me permettait. Mais les cours, ils étaient en semaine En fait, j'avais 6 mois, enfin, un semestre de cours, donc 3 mois de cours, et ensuite 6 mois de stage, mais stage temps plein, 35 heures. Ce qui fait que j'avais pas de cours. Du coup, en fait, au lieu de faire le stage en 35 heures dans une entreprise, j'ai fait le stage, à la fin j'ai fait le DU2E. Donc j'avais certains cours, c'est un peu comme une alternance dans ton entreprise en fait. J'avais certains cours et derrière tu pouvais développer ton entreprise comme tu voulais. Mais du coup, le DU2E s'adapte à... Parce que, admettons, je sais pas moi, si c'est l'inverse pour quelqu'un, que c'est 6 mois d'abord et après 6 mois de... Bon, ça arrive rarement. Ça arrive rarement, je pense. Mais le DU2E, c'est vraiment de janvier à juin. Donc, faut être libre pendant cette période-là. Après, par exemple, je sais que le DU2E, il y avait certains qui ont commencé et qui avaient des cours. Et dans ce cas-là, en fait, ça justifie le fait que tu ne viennes pas au diplôme parce que tu as déjà d'autres cours à côté. Mais c'est vrai qu'il faut être quand même assez présent pour certains événements comme le camp. Là, il faut être présent. Mais non, tout le monde a pu, même ceux qui avaient cours en début d'année, parce que les licences et les masters, souvent, ça finit en avril. Certains cours. Ça se fait bien quand c'est pas en alternance. Bien sûr, en alternance, c'est pas possible. Ouais.
Ok. Enfin, est-ce que déjà tu as lancé un petit business pendant tes études? Donc, est-ce que tu avais déjà un petit peu cette fibre ou non, pas du tout? Non, pas du tout. À côté de mes études, pour me faire un petit peu d'argent, moi je donnais des cours. Ok. Voilà. Je donnais des cours à des enfants, du CP à la terminale. Et donc en fait, je les aidais, aide aux devoirs et maths principalement. Et donc ça me faisait mon petit revenu à côté de mes cours, mais j'ai pas créé d'entreprise à proprement parler. Moi, vraiment, c'était vraiment donner des cours. Et j'en donne toujours. Hein, j'en donne toujours. Je suis toujours les enfants que j'ai commencé à suivre il y a maintenant 4 ans. Ouais. Et du coup, tu les vois évoluer et tout, je les vois grandir et je les accompagne jusqu'au bout. Hein. J'ai des terminales qui sont partis, qui ont plus besoin de moi, mais j'ai aussi des petits CP qui sont devenus maintenant CM2. Donc voilà. Mais non, c'est cool. Ok. Avec combien d'argent, du coup, tu as réussi à créer ta société, à créer ton jeu et à avoir quelque chose de vraiment concret? Alors, argent, moi j'ai eu un petit apport personnel. J'ai pas apporté énormément. Enfin, j'ai apporté ce qu'il fallait pour constituer la société, etc. Mais c'est vrai que j'ai fait appel. Alors, déjà, j'ai eu certaines subventions, par exemple le prix Pépite, qui m'a rapporté de l'argent, 7 000 € du coup. Et puis, j'ai fait la demande de prêt, notamment prêt d'honneur avec France Active. Et donc ça m'a rapporté aussi de l'argent. Et tout ça, en vrai, le projet à développer, ce qui coûte cher dans mon projet, c'est mon stock. J'ai du stock. Ouais. Et puisque pour créer des jeux, en fait, j'ai plusieurs thèmes. Et du coup, en fait, c'est un petit jeu d'assemblage. C'est-à-dire que quand on me commande un thème, j'ai la box. Je viens prendre les bonnes cartes, les mettre dans les bonnes enveloppes, etc. Donc j'ai mon stock d'enveloppes, j'ai mon stock de cartes, j'ai mon stock de coffres. J'ai mon stock de cadenas, donc c'est vraiment ça qui coûte cher. Okay. Et donc le stock à constituer, ça m'a coûté dans les 18 000. Parce que là, j'ai fait combien de box à peu près? 500. Ok. Voilà. Oui, donc tu as de quoi faire quand même. Ouais, j'ai de quoi faire. Pour 500 box de base, donc on est dans les entre 18 et 20 000 €, parce que ça dépend. En fait, j'ai pas encore tout commandé. Je commande aussi au fur et à mesure. Mais je pense qu'à la fin, pour avoir 500, les coffres, j'ai les 500, mais j'arriverai à 22 000 et quelques. Ok. Voilà. Mais c'est vraiment le stock qui coûte cher, en fait. C'est le fait d'anticiper, en fait, de payer à l'avance, quoi. C'est de la trésor. Et c'est ça qui m'a coûté plus cher, parce que sinon, moi, j'ai pas de gros investissements, j'ai pas de machine. Pour l'instant, j'ai pas de local. Chez moi, il y a beaucoup de coffres. Voilà. Et pour l'instant, je me dégage pas de salaire, donc j'ai pas d'autres charges. Ouais. Bah, de toute façon, on va revenir justement comment tu fais pour les créer, ton processus, etc. Ouais. Comment t'es venue l'idée de créer ce jeu de société éducatif? Alors, il faut savoir que moi, j'ai toujours aimé enseigner, donc ça veut dire que j'ai toujours donné des cours. Et quand je donnais des cours, souvent, j'utilisais le jeu. En fait, parce que moi j'ai surtout donné des cours à des enfants en difficulté, et les enfants en difficulté, si on joue le rôle d'une deuxième enseignante qui leur fait des cours exactement de la même manière que leur enseignante, ça ne fonctionne pas. Donc en fait, je trouvais des jeux, je trouvais des méthodes pour que les enfants en fait ils manipulent et ils soient actifs en fait dans ce qu'ils font. À côté de ça, mon père il dirige l'école de la deuxième chance. C'est du coup un centre où il y a des jeunes de 16 à 25 ans en échec scolaire qui viennent se remettre à niveau. Voilà, donc en fait ils viennent faire des cours pendant le temps qu'ils veulent et ils viennent se remettre à niveau pour ensuite c'est de la réinsertion en fait. Être prêt à l'emploi, etc. C'est gratuit, c'est quoi? Ouais, c'est gratuit, il me semble. Faudrait voir exactement, mais il y a des conditions en fait. Il faut être demandeur d'emploi, il y a des relations avec Pôle emploi, etc. Il y a des conditions, je ne veux pas dire de bêtises, mais oui, c'est fait pour les aider en fait, justement, et c'est une association. En fait, c'est une association, donc. Trop bien, ouais. Ouais, donc, et moi j'ai fait du bénévolat là-bas. Donc j'ai fait du bénévolat avec notamment des réfugiés qui avaient subi la guerre et qui voulaient apprendre le français, etc. Et l'idée de là-bas, c'est d'apprendre l'école différemment. Voilà, c'était de faire l'école différemment. Donc, oui, même le nom est cool. Hein. École de la deuxième chance, c'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas l'école classique, on fait l'école autrement. Voilà. Et parce que ça n'a pas marché, donc ça ne sert à rien de faire une deuxième fois. Et à côté de ça, fan d'escape game, j'en ai fait 1 million.
Voilà. Et un jour, j'ai découvert les escape games à jeux de société. Et je les ai faits. Et avec mon père, on s'est regardé et il m'a dit, mais ça serait une super idée que tu viennes en faire, en animé, des escape games qui existaient déjà, hein, qu'on peut retrouver à l'école de la deuxième chance. Et j'ai dit, bah, go. Et du coup, je l'ai animé et je me suis dit, mais c'est super, mais si c'était fait pour, si c'était vraiment pensé pour, parce que là, c'est pensé juste pour être amusant, mais si c'était pensé pour, ça serait génial. Et donc moi je l'ai travaillé dans la même idée, un escape game, mais par contre fait pour, avec des énigmes qui font vraiment travailler les maths, le français, l'anglais, sur des thèmes qui font apprendre des notions. Voilà, on va vraiment venir travailler des notions pures de français, la nature du mot, on va venir travailler les additions, les multiplications, etc. On va vraiment venir travailler sur des notions. Et c'est vraiment pensé pour travailler. Mais c'est ludique, comme les escape games qu'on faisait. Voilà. Et ça, je me suis dit, bah go. Après l'avoir testé, je me suis dit, mais ça marche tellement bien, alors que c'est pas fait pour, que quelque chose qui est fait pour, ça peut cartonner. C'est jusqu'à quel âge qu'on peut... Enfin, est-ce que déjà il y a un âge maximum sur lequel on peut y jouer Alors je dirais non, après bien évidemment, là, si toi tu le fais, normalement, tu vas mettre moins de temps. Voilà. Moi je le fais toujours tester des amis. Donc même des adultes, des fois, ils mettent 30, 35 minutes, 40 minutes à le résoudre. Donc finalement, ça le fait. Mais non, ils passent toujours un bon moment. C'est juste que forcément, ça va être plus court. Mais franchement, ils passent toujours un bon moment. Hein. Oui. Et c'est adapté pour les enfants. C'est vrai que l'idée, c'est que moi, mes thèmes, ils vont être par niveau, vraiment par niveau. Donc jusqu'au 6e. On peut vraiment prendre le thème CM2 en 6e, mais après il va falloir un peu monter de niveau si on veut que ça dure 1 heure. Voilà. Mais sinon, franchement, tous mes amis ils testent tous mes thèmes parce que vraiment ils adorent ça, parce que c'est rigolo à faire. Quoi. Ouais. Voilà. Ok. Faut que tu proposes à Nicolas de faire un atelier sur ton jeu. Une après-midi. Mais franchement, pourquoi pas? Bah grave. Ça, déjà toi ça te fait des retours. Ouais, carrément. Nous ça permet de voir un petit peu l'évolution et tout. Carrément. À en parler. Carrément. Donc ça fait quand même un certain temps que tu travailles sur cette entreprise, pardon. Quand du coup avec ton associé vous êtes décidé à pas arrêter mais justement à vous associer. Parce que je pense que c'est aussi quelque chose d'important, autant de se quitter, mais aussi de se rejoindre. Sur quels critères vous vous êtes mis d'accord? Est-ce que c'était 50-50? Est-ce que vous avez parlé d'argent? On met temps et temps et au moins on est 50-50. Enfin voilà, tous les critères que vous avez fait. Je sais que nous, très rapidement, on s'est posé ces questions-là. Parce qu'en fait, justement, on ne voulait pas être confronté à la situation où on est sur le fait. Ouais, on imagine tout le projet, ça nous plaît toutes les deux et finalement on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc on s'est mis d'accord très rapidement et en fait on n'a pas choisi de faire 50-50, on était à 51-49, donc j'avais 51%, c'était clair depuis le début, voilà, on n'a pas hésité là-dessus, moi je voulais absolument avoir la majorité et parce qu'on nous a conseillé aussi de ne pas faire 50-50. C'était un conseil qu'on nous a donné dès le début. Donc ça, pour le coup, on s'est mis d'accord assez rapidement, assez facilement. Et c'était une des premières discussions. Et après, on a directement discuté de comment on voyait le travail. C'est-à-dire dans quoi on était doué plutôt l'une et plutôt l'autre, qu'est-ce qu'on aimait faire, qu'est-ce qu'on détestait faire. Par exemple, moi je sais que l'administratif, c'est pas trop mon truc, c'était beaucoup le sien. Voilà. Donc c'est vrai que elle n'avait aucun problème remplir des papiers, remplir des documents, c'était pas un problème pour elle et donc voilà. Bon, mais moi c'était un gros problème. Sur la partie créa, moi je partais un peu dans tous les sens. Elle venait me recentrer, elle me disait ok ça c'est possible, c'est moins possible. On verra plus tard. Donc vraiment en fait c'était ce jeu de binôme de comment on fonctionne. Toi tu fonctionnes comme ça, d'accord, alors moi je m'adapte, je fais ça, toi t'es plutôt sur la partie communication, moi je suis plutôt sur la partie conception, création, etc. Voilà, on était vraiment sur ces discussions là mais par contre dès le début on a discuté des sujets qui fâchent, entre guillemets, avec l'argent, 51-49, combien on fait, voilà, ça a été clair, un des premiers sujets parce qu'en fait sinon on sait pas où on va. Ouais, carrément. C'est là où on voit qu'on fait partie
ce peu de personnes, même si ça augmente, Pépite. Mais personnellement, moi, j'aurais pas forcément pensé à toutes ces questions que je me pose là actuellement en ayant du coup ces compétences-là. Ouais. Et je pense que y en a beaucoup qui vont se mettre en associé avec, j'en ai interviewé d'ailleurs, qui se sont associés avec leurs amis. Et sauf que de un, ça peut détruire l'amitié. De deux, du coup, ah mais c'est mon pote, donc peut-être que s'il bosse pas au niveau, du coup, enfin, il y a plein de sujets par rapport à ça. Et c'est vrai que faut mettre les bases dès le début. Il vaut mieux mettre les bases dès le début et que une fois qu'il y a un problème, il y a un problème, on le résout. Et puis, enfin, de toute façon, il y en aura tout le temps des problèmes. Donc, Et il faut vraiment, pour moi, dissocier le travail et l'amitié, si on se met avec ses amis. Mais c'est vraiment un critère important, c'est-à-dire que nous, des fois, on s'imposait d'arrêter de parler du projet. Par exemple, parce qu'on se retrouve vite à aller faire une sortie avec son ancienne copine qui est devenue son associée et de parler de la société, ce qui n'est pas normal. On s'imposait de dire, non, là, on sort, là, on est en amis, on discute, on parle plus de la société. On parlera de la société quand ce sera le moment. Et pareil, s'il y a une embrouille dans la société, c'est pareil. Ça n'est pas censé affecter l'amitié. Voilà. Des fois, il y a des choses malheureusement qui prennent le pas, mais normalement, si la communication est claire, je dirais que c'est pas censé affecter. À l'heure actuelle, on n'est plus associés, on est toujours amis. Voilà. Oui. Donc sur le plan professionnel, on a eu un désaccord. Sur le plan personnel, on n'a pas eu de désaccord. Et je pense qu'il faut être au clair avec ça dès le début aussi. Fixer des limites de temps en temps, parce que quand tu es associé avec ton ami, tu peux vite... Sinon, qu'est-ce que ça donnerait, Maxime et... Ah ouais, j'espère qu'ils font des limites. Mais je suis pas sûre maintenant qu'on en parle. Dans le lit... Je suis pas sûre maintenant qu'on en parle. Ouais, bon. Du coup, tu as une expérience dans le Game Master. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et en quoi ça t'a inspiré pour Duke Evasion? Oui. Du coup, moi j'ai travaillé en tant que Game Master, j'ai fait un été, en fait une saison d'été en tant que Game Master parce que justement je cherchais un travail étudiant l'été et j'ai trouvé ça, fan d'escape game toujours, donc je me suis dit mais c'est fait pour moi. Et donc l'idée en fait c'est que je suis la personne qui, pour ceux qui font des escape games, je suis la personne qui va vous accueillir, qui va vous expliquer les règles, être là pour vous aider et vous donner les indices tout au long du jeu et ranger la salle derrière. Donc en fait l'idée c'est que moi ce que j'ai beaucoup apprécié c'est de voir la réflexion des gens. En fait parce qu'on vous voit, on vous voit échanger. Caméras et tout. Ouais, il y a des caméras, on vous voit, on vous entend. Donc en fait on voit la réflexion des gens. Ça a cassé beaucoup d'amitié. J'ai vu. Ah ouais. Ouais. Il y a beaucoup d'embrouilles. Mais bon, en tout cas moi j'aime bien voir cette réflexion des gens qui, en fait la façon de penser est différente. Voilà. Et donc ça c'était vraiment sympa, et puis même tout cet aspect escape game, du coup en fait moi j'ai l'envers du décor, voilà, j'ai l'envers du décor, et donc j'étais vraiment là trop contente, et je me disais en plus il y avait un escape game qui était en création à ce moment-là, donc j'avais tout le processus de création aussi d'un vrai escape game grandeur nature, et je me disais mais en fait c'est ça que je veux faire, moi aussi je veux créer des escape games. Voilà, donc c'est vrai que ça m'a apporté quand même, ça m'a beaucoup apporté. Ouais. C'est vrai que quand on voit, du coup, là, on a la petite boîte et tout au-dessus, enfin ici, personnellement, j'arrive pas forcément à m'imaginer comment t'es arrivé à retranscrire un vrai escape game. Ouais. Et... en vrai, un escape game à l'origine, il faut sortir d'une salle. Donc en fait, l'idée c'est que moi je dis que c'est un escape game, ça s'inspire du concept de l'escape game. Parce que voilà, un escape game à l'origine, il faut sortir d'une salle, résoudre des énigmes, sortir d'une salle. Mais moi, ça s'inspire de l'escape game dans le sens où c'est une résolution d'énigmes sans qu'on te donne une consigne. Parce que dans un escape game, en fait, tu sais pas, tu observes et tu trouves ce qu'il faut faire. Il n'est pas écrit, il faut soulever le pot. Non, tu observes, tu es dans une pièce, tu dois te débrouiller. Là, moi, c'est pareil, il n'y a pas de consigne, c'est une résolution d'énigmes. Il y a des cadenas. Pareil que dans un vrai escape game, donc il faut ouvrir des cadenas, pour ouvrir des coffres, en tout cas pour accéder à l'étape suivante. Moi par exemple, au lieu d'avoir 2 pièces ou 3 pièces, j'ai deux coffres. Donc chaque équipe va ouvrir un premier coffre et va ouvrir un deuxième coffre. Donc en fait l'idée c'est de progresser dans le jeu au travers d'énigmes. Donc là, pareil un escape game, je progresse dans le jeu au travers d'énigmes, où les consignes ne sont pas données. Et donc en fait, moi je l'ai retranscrit comme ça. Ce côté équipe, parce que le travail collaboratif c'était vraiment
important pour moi, l'entraide. Et du coup, ce côté équipe que je voulais garder. Donc tout ça, ce côté un peu, pas pression, mais... Compétition. Ouais, compétition et ouais, engagement, motivation avec un timer, etc. Donc ouais, j'ai pris des éléments qui, moi, me plaisaient dans l'escape game. Et au lieu de le faire dans une salle classique, etc., je l'ai recréé dans une petite boîte transportable. Voilà. Et quand on ouvre du coup un cadenas, enfin du coup une boîte, enfin un coffre, on a quoi? On a du coup la prochaine énigme. Et une fois qu'on a gagné le dernier coffre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les bonbons dedans? En fait, c'est ça. En gros, le jeu, il a plusieurs phases. Okay. Il a une première phase où les enfants ils sont répartis en 4 équipes. Voilà, donc on prend une classe classique ou un centre classique, ils sont répartis en 4 équipes. Et ils doivent résoudre en parallèle une série de 4 énigmes. Voilà. Donc ça, c'est des enveloppes. Donc ils ont des enveloppes avec une série de 4 énigmes qui vont leur donner 4 chiffres. Une énigme, un chiffre. Voilà, pas compliqué. Et donc ces 4 chiffres vont leur permettre d'ouvrir un cadenas à code à 4 chiffres. Et donc ils vont ouvrir leur premier petit coffre. Et une fois qu'ils ont ouvert ce premier petit coffre, à l'intérieur de leur coffre, il y a encore des éléments pour résoudre la dernière énigme et ouvrir le grand coffre principal. Et donc sur le grand coffre principal, on l'a peut-être pas vu tout à l'heure, mais il y a vraiment des loquets. Et donc l'idée c'est qu'il y a des cadenas à clé pour les 4 équipes, donc 4 cadenas à clé et un dernier cadenas à code. Et ce dernier cadenas à code, les enfants vont venir résoudre en classe entière, en groupe entier, etc. Le dernier grâce au contenu de chacun de leurs petits coffres en fait. À l'intérieur, donc au final, les 2 équipes toutes les équipes, les 4 équipes se réunissent. Et donc en fait, à la fin, tout le monde a à l'intérieur de quoi résoudre le dernier cadenas à code. Et donc il faut qu'ils communiquent tous ensemble. En fait, ils gagnent ou ils perdent ensemble. Au début, tu as cet esprit de compétition avec les petits coffres, mais à la fin, ils gagnent ou ils perdent ensemble. Voilà. Trop bien. Même le principe jusqu'au bout, trop bien. Voilà. Et après, techniquement, j'ai une dernière phase où dans les petites notices, là, il y a un questionnaire, en fait, qui reprend un peu ce qu'ils ont travaillé, pour voir, en fait, pour que la maîtresse, qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont retenu, qu'est-ce que ça leur a permis de comprendre, de retenir. Et en général, ça prouve, ça me permet aussi de montrer aux enseignants que ça marche. Parce qu'en fait, du coup, les enfants sont capables de donner des informations qu'ils ne possédaient pas avant. Et donc, en fait, en général... Et ça, tu les récupères, tu les notes, tu les enregistres pour les montrer à d'autres... Alors, quand je suis présente, j'essaye. Quand je suis présente, j'essaye. Je recueille évidemment les avis des enfants, les avis des enseignants. Et surtout dans ce milieu-là, les avis des enseignants sont très importants. Parce qu'en fait, c'est un milieu qui a besoin, qui est très bouche à oreille. Donc ils communiquent beaucoup entre eux. Et donc si un enseignant dit que c'est bien, en général, c'est preuve de crédibilité. Voilà. Donc du coup, c'est super important. Moi, ça me permet aussi d'avoir des statistiques, de voir ça a bien marché parce que cette énigme, elle leur a permis, je dis n'importe quoi, de bien comprendre le système solaire. Donc ils ont bien compris l'ordre des planètes grâce à cette énigme. Ou alors, ah mince, là, j'ai voulu leur montrer ce que c'était le système solaire, mais en fait, ils n'ont pas retenu l'ordre des planètes, donc il faut que je change mon énigme pour qu'ils arrivent à retenir l'ordre des planètes. Voilà, moi, ça me permet aussi de faire ça, puisque chacun de mes thèmes, il est testé. J'ai des classes qui sont partenaires, et du coup, chacun de mes thèmes est testé, avant de le mettre sur le marché. Et donc, c'est comme ça que moi, j'ajuste mes énigmes, et que je les retravaille en fonction, si c'est trop dur, si c'est trop simple, si c'est pas assez pertinent. Donc, et ça, c'est la dernière phase qui me permet d'avoir un petit peu ces retours-là, qui sont très importants. Voilà. Ok. Ouais, j'ai dit bête. Du coup, c'est quoi les plus grands défis que tu as eu pour la construction totale, globale de cette boîte? Parce que là, on la voit, elle est toute belle, elle est toute mignonne, mais je pense qu'il y a eu du travail et de la réflexion derrière. Donc, le plus grand défi, c'est le prix. En fait, parce que moi, je m'adresse à une cible qui a des budgets à respecter. Les écoles élémentaires, dans le public, n'ont pas tant de budget que ça. Donc, en fait, si je voulais faire un produit qui avait du sens, il fallait que je fasse un produit qui soit accessible pour eux. Évidemment, j'aurais pu m'adresser qu'aux écoles privées, c'était pas le but. Il fallait que je fasse un produit qui était accessible pour eux. Donc le prix, je voulais des choses qualitatives, donc du bois, je voulais des objets intérieurs, je voulais plein d'énigmes, plein de cartes. Là, en moyenne,
dans chacun de mes coffres, on est en moyenne, il y a 200 cartes. Voilà, parce qu'il faut... Donc 200 énigmes 200 cartes, des cartes papier. Je peux te montrer. 200 cartes, par exemple. Alors, quel thème je crois que c'est le thème développement durable ici que j'ai pris. Mais par exemple, on va avoir des cartes comme ça, donc dans chacune des enveloppes. Donc ici, on a 200 cartes en moyenne qui constituent les énigmes. Parfois, il y a des objets. Par exemple, ici, dans le thème développement durable, c'est des boussoles. Mais ça dépend des thèmes. Donc, il y a des objets. Donc, vraiment, c'était des coûts. Arriver à faire quelque chose de qualitatif. Et le moins cher possible. Et le moins cher possible. Voilà. Donc ça, qui était compliqué. Et l'intégration aussi de la première école. Voilà. Donc, construire le produit a été compliqué, mais l'intégration de la première école, c'était aussi... il faut qu'il y ait une enseignante qui te fasse confiance. Et là, en vérité, ça marche beaucoup au début, c'est par connaissance. Ouais. Après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en général, tout le monde connaît un enseignant. Et ouais. Et qu'on a tous un enfant ou pas. Ou... Même souvent dans les familles, il y a de près ou de loin, un ami d'un ami, tout le monde connaît un enseignant. Vraiment, jusqu'à maintenant, tout le monde, quand j'ai parlé de mon projet, ah, mais ma tante, ma cousine, me connaît que... Voilà, donc c'est ça qui est bien. Ok. Donc, voilà. Mais ouais, pour la construction de la boîte, ça a été vraiment ça. Et de d'éplucher tous les programmes pour avoir vraiment des choses qui aient de la valeur. Ouais. Donc, c'est là, oui, vraiment... parce que ouais, tu as dû te caler sur les... Ah ouais. Et ouais, chaque énigme est calée sur le programme au bon niveau, travailler la bonne notion. Voilà. Donc, tout est... Ça a été des heures de lecture, de programme, qui sont en plus que je devais corréler à la réalité, parce que parfois, en fait, la réalité, voilà, donc le niveau est différent. Donc voilà, c'est pour ça que d'ailleurs, je me suis entourée de professionnels. Parce que, en fait, c'est bien de le faire à moi, mais il fallait que je sois connectée à la réalité. Ouais. Et justement, sur ces 200 cartes, du coup, tu as 200 cartes par niveau. À peu près en moyenne, ouais. Donc, du coup, tu as combien de niveaux J'ai 6 niveaux pour l'instant, puisque en comptant la maternelle. J'ai 6 niveaux pour l'instant, et du coup, des extensions qui vont sortir un peu chaque année. Donc, tu as dû créer 1200 cartes, ouais, à peu près. À peu près. Comment tu as réfléchi à tout ça et comment, je sais pas, est-ce que tu as testé toutes les possibilités? Parce que j'imagine, si jamais une carte ne va pas forcément avec l'autre ou quoi, bon, j'y ai jamais joué, c'est peut-être compliqué. Ouais, c'est compliqué. Est-ce que des fois il y a des blocages du coup? Non, il n'y a aucun blocage. De toute façon, c'est pas possible. S'il y a un blocage, le jeu il peut pas se jouer. Donc en fait, l'idée c'était vraiment, faut réfléchir énigme par énigme. Donc moi, mon processus de création, c'est je choisis un thème. Là, j'ai pris le développement durable. Je fais une map des notions importantes. Qu'est-ce qui est important dans le développement durable? Le tri des déchets, super. Temps de décomposition des déchets, parce qu'en fait, il ne faut pas jeter les déchets n'importe où, etc. Ok, super. La faune et la flore, ça peut rentrer aussi dans le développement durable. Bref, je fais ma map de toutes les notions qui sont importantes. Je décide pour quel niveau je vais le faire. Donc là, par exemple, en l'occurrence, c'est pour un niveau CM1. Donc je décide pour quel niveau je vais le faire, et une fois que j'ai décidé, je regarde un peu les notions qui sont travaillées dans le programme, et je me dis, bon je vais travailler cette notion de français, cette notion de maths, et je viens de regrouper. Je crée mon énigme ensuite, et ensuite je design les cartes. Donc par exemple, en créant mon énigme, je dis, si je veux qu'ils voient bien le temps de décomposition des déchets, pourquoi pas mettre un ordre chronologique sur le temps de décomposition des déchets, comme ça ils vont voir que par exemple le verre ça met extrêmement beaucoup de temps à décomposer, et ils vont prendre une échelle de la conséquence avec peut-être à côté les temps et tout pour qu'ils voient, qu'ils manipulent, etc. Donc en fait l'idée c'est vraiment de créer des énigmes, mais il n'y a pas de blocage, c'est pas possible, sinon le jeu ne fonctionne pas. Et donc en fait ce qui est bien dans mon jeu, c'est que j'ai créé 1200 cartes, mais par exemple, il y a 4 équipes. Au début, les 4 énigmes sont les mêmes pour tous les enfants, juste c'est le principe des contrôles différents, les chiffres ne sont pas les mêmes, voilà. Mais globalement, c'est les mêmes. Donc en fait, c'est une déclinaison. Voilà. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, en fait, je dois réfléchir à une énigme qui sort du lot, qui intègre les bonnes notions et qui en même temps soit amusante, parce qu'en fait, on faut garder le côté ludique. Voilà. Donc c'est un peu, ça prend du temps parfois. Voilà. C'est comme quelqu'un qui écrit un livre, faut avoir l'inspiration. Ouais. Oui, c'est vu comme ça, oui. C'est ça. Faut juste avoir de l'inspiration.
Est-ce qu'il y a du coup, des lois? Est-ce que tu as, je sais pas, t'as été labellisé ou pour justement prouver, arriver limite avec un papier, un enseignant qui te dit ah, mais moi j'y crois pas. Il y a un professionnel, il y a un expert, pas forcément un prof, tu vois, mais vraiment, je sais pas, peut-être que ouais, il y a des experts pour, comme ceux qui me disent ok, ce livre il est ok, par exemple. Je sais pas. Alors du coup, moi pour l'instant, j'ai pas de label, j'ai pas de tout ça. Par contre, il n'existe pas vraiment de label. Par contre, il y a des organismes qui sont vus comme autorités. Dans le sens où, par exemple, on a le réseau Canopé, bon, c'est peut-être pas connu par tout le monde, mais c'est une autorité dans le monde de l'éducation. Et il y a certains, par exemple, là, je suis en train d'essayer de voir si je peux intégrer les Charlemagne. Charlemagne, une fois que ton produit est à Charlemagne, ça fait foi, ça fait autorité. Pour les enseignants, ils se disent Charlemagne, c'est carré. C'est carré, donc voilà, il y a certaines éditions aussi dont on peut se rapprocher, etc. Mais j'ai pas vraiment de label en tout cas pour ça. Par contre, en termes de loi, évidemment, quand on fait un produit destiné aux enfants, oui, il y a plein de, j'imagine. Voilà, il y a plein de lois. Voilà, mon produit respecte les normes CE, la conformité européenne. Il faut bien indiquer que c'est pas pour les enfants de moins de 3 ans, parce qu'il y a la présence de petits objets, etc. Donc tout ça, effectivement, j'ai dû faire les dossiers, constituer les dossiers de normes pour répondre aux critères. Il y a des tests bien précis, des tests sur l'inflammabilité. Il a fallu faire des tests sur le fait que... Quand tu brûles... Ouais, c'est ça. C'est vraiment des tests d'inflammabilité. Et là, du coup, je prends mon briquet, j'allume la carte, elle se... En fait, alors l'idée c'est qu'en gros, il y a des tests, par exemple, il faut allumer avec un chalumeau à 30 cm, bien précis, et vérifier qu'en fait, la vitesse de propagation du feu, pendant un certain nombre de secondes, forcément que ça va cramer, mais il faut vérifier la vitesse de propagation du feu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça explose, voilà, parce que sinon c'est pas possible. Mais que ça brûle, c'est pas grave, mais il faut vérifier la vitesse de propagation. Si d'un coup, l'enfant il a la carte, est-ce qu'il a le temps de la lâcher ? Ou est-ce qu'il n'a pas le temps parce qu'elle lui explose dans les mains. Voilà. Okay, donc en fait, il faut brûler pendant un certain nombre de secondes, à 30 cm, etc. Enfin, bref, mais toutes les procédures sont expliquées. Et moi, j'ai pu m'auto-certifier, mais par contre, dès lors qu'il y a un produit avec de la tech à l'intérieur, on ne peut pas s'auto-certifier. C'est vraiment par des laboratoires, etc., qui vérifient les composants chimiques, etc. Moi, c'est parce que c'est un produit simple que j'ai pu... le faire moi-même, sauf pour les cadenas, et dans ce cas-là, j'ai pris des cadenas qui étaient déjà normés. Voilà. Ah, oui. Voilà. Donc voilà. Et après, il y a beaucoup d'instructions sur les règles, il faut bien prévenir sur les dangers que ça peut causer, etc. Il faut bien travailler aussi son produit autour de toute la prévention, en fait, surtout pour les enfants. Voilà. Oui, j'imagine, demain tu fais la même chose, mais pour les adultes, tu auras moins de... C'est ça, les enfants sont vus comme vulnérables. Donc, donc faut bien... Puis heureusement, j'ai envie de dire. Oui, heureusement. Donc là, c'est pour ça que juste la difficulté, ça a été de vraiment construire quelque chose, de s'auto-certifier là-dessus. C'est un peu difficile puisque c'est très long de tout lire. Les dossiers sont longs, de construire, de faire les tests, etc. Oui, ça peut être... Ouais, c'était pas... Et ça, c'était à l'époque où tu étais encore avec Valentine ou non? Non, je l'ai fait... oui, on l'a commencé ensemble, la certification, et je l'ai terminé seule. J'ai fini le dossier. Ok. C'est quoi ta journée type en tant que chef d'entreprise? Tu peux ne pas en avoir, hein. Il y en a plein qui me disent c'est fou. Ouais, j'ai pas vraiment de journée type parce qu'en fait, en tout cas pour le moment, j'ai tellement d'activités. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, j'ai passé la journée dans une école. Voilà. Ouais. Donc j'ai passé la journée dans une école à animer mes escape games. Demain matin, par exemple, je peux me mettre à créer un thème, ou faire de la compta, ou faire de la com, enfin voilà. J'ai pas vraiment de journée type. Par contre, je sais que je réserve une demi-journée minimum par semaine pour imaginer un nouveau thème. Voilà, donc minimum par semaine. Si je peux, je me fais 2 demi-journées. Je fais jamais une journée entière, mais je fais 2 demi-journées par semaine sur juste l'imagination d'un nouveau thème. Voilà, les possibilités, etc. Même si c'est juste prise de documentation, voilà. Mais juste 2 demi-journées de créa. Voilà. Et 2 demi-journées minimum destinées à tout ce qui va être commercial, donc tout ce qui va être prospection, etc., appeler les gens, etc., voir si ça peut convenir, envoyer des mails, me faire reconnaître, etc. Et ensuite, j'aime à réserver minimum une journée pour tout ce qui va être vraiment test, et aller voir les enfants, et les faire tester en classe, etc. Et puis après,
la partie un peu moins fun, tout ce qui est comptabilité, gestion des stocks, etc. Et puis tout ce qui va être assemblage aussi, parce que ça prend mine de rien, assembler une box, ça prend un petit peu de temps. Ouais. Donc dès qu'on a des commandes, dès que j'ai des commandes, il faut assembler. Et donc une box, voilà, pour constituer une box, il me faut quand même 20 minutes. Donc, Ok, et bah, du coup, en parlant de commandes, là, depuis le début, du coup, tu as eu combien de clients? Et est-ce que, bah, admettons, voilà, si tu t'arrives à rentrer à Charlemagne, combien tu prévois de faire de commandes? Alors là, à l'heure actuelle, j'ai vendu en box de base, donc ça, j'en ai vendu 30, 31 maintenant. Qui sont à combien? 120 euros. Ok. 31 box à 120 euros. Et en termes d'extension, du coup, j'en vends plus, forcément. Et du coup, en termes d'extension, je suis à 43 là, actuellement. Et 43 actuellement, j'ai des commandes enfin j'ai des clients avec qui on parler. Mais voilà, et en termes de vente, j'aimerais bien avant la fin de l'année, mon objectif c'est d'avoir réalisé la vente de 60 box de base et 60 box de base et 120 extensions. En fait, l'idée c'est mon point mort. Voilà. Donc j'ai calculé mon point mort, il faut au minimum que je fasse ça. Pour l'instant bien parti, voilà. Mais avec Charlemagne, je pense que ça peut clairement m'ouvrir des portes. Parce qu'en fait, les enseignants, il faut le savoir, ils ont des budgets. Ils ont deux budgets, un budget qui est libre, mais un budget qui est soumis à certains marchés. Et ici, dans la région, il y a beaucoup de Charlemagne. Donc, par exemple, les mairies, elles donnent de l'argent, mais cet argent peut être utilisé qu'à Charlemagne, dans certains autres endroits. Et donc, je pense que ça peut m'ouvrir vraiment beaucoup de portes. J'ai pas estimé du tout les possibilités. Mais j'envisage déjà d'y entrer. Et j'espère que ça me rapportera là-dessus. Et ben justement, est-ce que déjà tu le sais, tu l'as concrétisé, comment on fait pour rentrer dans ce genre de marché, pour donner voilà, des petits conseils aux personnes? Eh bien, franchement, je le donnerai quand je le saurai. Pour l'instant, j'ai pris contact avec justement quelqu'un de Charlemagne directement. Et en fait, je vais faire un rendez-vous avec lui pour qu'il m'explique exactement le processus, la procédure d'entrée à Charlemagne du coup. Si tu as eu interviewé Noémie Oigno, peut-être qu'elle t'a donné plus de détails. Oui, elle me l'a donné, voilà. Mais c'était pour avoir mon avis. Mais... Ouais, pour l'instant, je peux pas t'en donner plus. Je suis vraiment en train. C'est ma phase actuelle. Voilà, c'est clairement le but de ces interviews. Donc, je suis pile dedans. Ok. Du coup, on s'est connus grâce à Pépite. Oui. Est-ce que à terme, dans peut-être l'année prochaine, tu vas te réinscrire à Pépite? Non. Tu seras plus étudiante ou... Ouais, et puis il y a un moment donné, il faut prendre son envol. Voilà, c'était franchement, un peu nostalgique. Mais je suis un peu nostalgique de partir de Pépite, parce que c'est vraiment génial. Mais ouais, là, je prends mon envol et l'année prochaine, je ne quitte pas Pépite pour autant, puisque je serai du côté, de l'autre côté. Eh ben, c'était ma question, donc c'est parfait. Bah voilà, je serai de l'autre côté du miroir et ouais, je vais essayer de faire ce que je peux pour mentorer les étudiants qui ont la motivation. Bah ouais, voilà. Trop bien. Mais ouais, du coup, je serai de l'autre côté du miroir. Peut-être que tu vas mentorer Asia, du coup? Ouais, mais après, Asia, on a eu l'occasion elle était dans le diplôme, dans le U2E. Donc, mais oui, c'est vrai que je peux lui mentorer. Je suis pas sûre qu'elle l'aurait pas, je suis pas sûre qu'elle l'aurait fait. Mais franchement, oui, moi je suis trop contente. Même cette année, en fait, dans Pépite, on s'entraide tous. Donc franchement, moi j'adore. Moi, je sais pas trop, j'espère à apporter, mais en tout cas. Ouais, il faut aussi qu'il y ait un projet adapté parce que. Ouais, écoute, on verra bien. On verra bien. Après, peut-être que je peux apporter ailleurs. Ouais. Peut-être qu'avec cette troisième partie, ça va faire la transition. Ça va me donner une idée.